Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je fais une petite, très rapide introduction pour présenter un petit peu ce qui va suivre. Dans cette vidéo, j'interview l'un des membres et vice-président du réseau Business Angel des grandes écoles, dont je suis le délégué général. Dans cette vidéo, on revient sur pas mal de questions qui vont intéresser tous les entrepreneurs qui souhaitent lever des fonds. Vous allez voir un petit peu quels sont les critères les plus importants pour Michael. Vous allez voir dans cette vidéo que Michael a une façon de penser et d'investir qui est très intéressante. Moi, dans mes vidéos, j'essaye de vous parler de généralité sur comment un réseau de Business Angel au sens large, j'essaie de retranscrire des généralités que j'observe chez les investisseurs, investissent, mais lui, c'est un individu et donc vous allez comprendre une manière de penser. Évidemment, un seul investisseur va pas remplir votre tour de table, on est bien d'accord. Mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans les fonctionnements des réseaux, avoir un sponsor, avoir une personne qui est totalement convaincue, c'est super utile parce qu'elle va vous permettre de faire de vous pousser au sein du réseau et donc de passer les étapes. C'est beaucoup mieux d'être très, très clivant et de plaire parfaitement à une personne et pas du tout à une autre, plutôt qu'être moyen pour tout le monde, parce que là, personne va vous pousser. Donc regardez cette vidéo et peut-être les futures interviews avec des business angels attentivement pour comprendre un peu quelles sont les différentes façons de penser des investisseurs pour voir à quel type d'investisseur vous pouvez plaire. Et donc voilà, bienvenue Mickaël pour cet épisode. Merci pour l'invitation. Et donc voilà, avant de commencer directement, je vais directement, avant de te demander de te présenter, commencer par une série de questions où tu dois répondre par vrai ou faux. Tu pourras dans un second temps, bien sûr, t'expliquer, mais au début, t'es obligé de répondre vrai ou faux. T'es obligé de... Allez, t'as le droit à un joker. Alors, première question, trop de cash peut tuer une startup. Faux. Ok, intéressant. Euh, un bon pitch peut sauver un mauvais dossier. Oui. Vrai. Ok. Un fondateur solo, un solo founder, part avec un handicap. Vrai. Ok. Un fondateur doit savoir vendre avant tout. Vrai. Le marché est plus important que l'idée. Vrai. Ok. Les meilleurs fondateurs prennent souvent des décisions avec peu d'informations. Vrai. Les business plans ne servent à rien. Vrai. Un bon produit se finance toujours. Malheureusement, c'est faux. Ce serait génial si c'était vrai. Il faut lever dès qu'on peut. Vrai. Ok. Bon, on aura le temps d'y revenir. Ok, donc merci pour ces questions, Mickaël. Première question déjà, je vais te demander si c'est possible de te présenter et retracer un petit peu ton parcours rapidement et expliquer ce qui t'a amené à devenir Business Angel et ce qui t'a permis de devenir Business Angel financièrement, sans rentrer trop dans les détails bien sûr, mais quel type de Business Angel tu es? Très bien. Merci pour la question, Corentin. Donc, si je reviens aux racines, quand j'avais une trentaine d'années, j'ai failli reprendre une entreprise familiale fondée par mon grand-père. Malheureusement, je rejoins l'entreprise, j'ai découvert qu'elle était en faillite. Donc ça a été une très grande frustration pour moi et j'ai gardé cette envie d'être entrepreneur pendant tout le reste de ma carrière. Donc chez Engie où j'ai passé les 30 années suivantes, j'ai souvent géré des filiales ou fait des activités d'intra-entrepreneur. Et quand j'ai eu l'opportunité de prendre ma retraite à 65 ans, j'ai adoré passer de l'autre côté et accompagner des startups, des entreprises en les mentorant et en les accompagnant financièrement. Alors sur le montant que j'ai été capable de mettre, en fait, j'ai mis le bonus de départ de retraite justement chez Engie en accord avec mon épouse, donc ce qui était relativement limité. J'ai fait l'erreur de débutant, on y reviendra peut-être, de mettre tout ce que j'avais dans 17 dossiers dans les 3 premières années. Donc aujourd'hui, j'ai plus de cash, donc je vois passer des très beaux dossiers sans pouvoir mettre au pot et c'est une grande frustration pour moi. Ok, super intéressant. Donc tu te définirais plutôt comme un business angel qui a eu un stock, tout comme par exemple un entrepreneur a pu revendre sa boîte.
tu as eu un certain montant à investir plutôt que des flux récurrents, comme par exemple un salarié dans un grand groupe qui génère assez d'argent pour investir régulièrement, en fait. Oui, c'est tout à fait ça, Corentin. Donc j'attends avec impatience des sorties, puisque j'ai l'autorisation de mon chef, de mon épouse, pour remettre au pot. Donc lorsqu'on aura des sorties, et c'est un gros problème, le fait que la durée de rétention soit de 5 à 10 ans et qu'on ait beaucoup de mal à sortir. Donc ça, c'est quelque chose, je pense, que la communauté des BA doit réussir à adresser pour trouver une solution à terme. Ok, super intéressant. Bon, l'objectif du coup de cet épisode, c'est vraiment de s'adresser à des fondateurs de boîtes qui cherchent à lever des fonds. Donc l'objectif, c'est de se mettre un peu dans la tête d'un business angel. Comment est-ce qu'il réfléchit? Quels conseils tu peux lui donner? Donc déjà, la première chose, je serais curieux de connaître un peu toi, ta thèse, personnellement. Alors, peut-être rappeler, hein, tu es membre de Badge, hein, dont moi je suis du coup le délégué général, donc tu es un membre de Badge. Peut-être rappeler un peu la thèse de Badge et toi, comment tu t'insères dans cette thèse? Est-ce que quels sont toi tes éléments différenciants? Ok, très bien, Corentin. Donc, Badge a pour raison d'être d'accompagner l'innovation en France. Donc, on fait que de l'amorçage et on n'est pas des investisseurs dormants. Donc, on investit que si un de nos membres connaît suffisamment le métier et a suffisamment de disponibilité pour accompagner la startup sur la durée. Donc, pour devenir ce qu'on appelle accompagnateur, c'est-à-dire avoir un poste au comité stratégique. Donc les thèses de Badge sont, on est des généralistes. Maintenant, lié à la pyramide des âges, beaucoup de retraités du CAC 40, à peu près la moitié des dossiers sont dans le domaine de la santé, 30% dans le domaine de la green tech et le reste sont très variables. Moi-même, j'ai fini ma carrière comme directeur marketing de la partie service d'Engie et j'ai supervisé durant mes derniers postes le développement des réseaux de chaleur et des réseaux de froid dans le monde. Donc c'était en fait j'ai co-dirigé une fonction support qui donnait des briques technologiques aux commerciaux du groupe pour décarboner leurs clients. Donc on a contribué à à la mise en place de la raison d'être d'Engie qui est d'accompagner les clients vers la neutralité carbone. Donc ça m'a beaucoup marqué, c'était enthousiasmant et c'était une vraie raison d'être motivante pour les dernières années. Donc j'ai souhaité transposer ça. Donc j'investis pour l'essentiel dans deux tiers des dossiers, dans les dossiers liés à la green tech ou la transition écologique. Et un tiers, c'est des dossiers de tout type pour m'ouvrir l'esprit et des coups de cœur dans tous les domaines possibles pour continuer à apprendre, même dans des domaines où je ne suis pas particulièrement compétent. Ok. Donc du coup, tu dirais, c'est un peu peut-être évident à première vue, mais pour moi, pas forcément. Pour un fondateur qui lance un projet dans un domaine donné, il a plutôt intérêt à aller chercher quelqu'un qui a fait sa carrière dedans, qui est expert du sujet. Je pense que il y Oui, a, il tout y à a- il y a- fait. il y a plusieurs raisons, hein. Je pense qu'il connaît bien le secteur, donc il peut l'analyser plus en détail, mais aussi il peut accompagner, il peut aider. Tu parlais d'accompagnement, ça peut être utile. Après, attention aussi, un expert, je sais pas ce que tu en penses, peut aussi beaucoup plus challenger un dossier, donc il peut y avoir aussi, faut être solide quoi avec un expert. Je sais pas ce que t'en penses là-dessus. Oui, non, mais je pense que tu as tout à fait raison. D'ailleurs, chez Badge, soit on a la compétence en externe, ce qui n'est pas toujours le cas, puisque beaucoup d'anciens dirigeants du CAC 40, donc on est plutôt quand même des généralistes, managers ou financiers. Donc on va souvent chercher d'ailleurs euh, des, des associations de BA spécialisées comme Angel Santé, Angels Défense, Aerospace Valley, etc., pour recruter dans le comité stratégique des gens qui sont eux réellement experts, comme un professeur en médecine chez Angel Santé par exemple. Euh, donc ça, c'est des profils complémentaires et je ne pense pas qu'il y ait un vrai risque pour le porteur de projet. Je pense qu'il a tout à gagner à être accompagné par des gens qui sont compétents dans le domaine parce qu'ils seront, et s'il est intelligent, il écoutera les conseils. Enfin, c'est lui le patron, il faudra qu'il prenne ou qu'il laisse, mais il pourra écouter les conseils. Et surtout, ça lui donne accès à un carnet d'adresses qu'on a construit au bout d'une carrière qui crée beaucoup de valeur pour les porteurs de projets. Ok, est-ce que tu pourrais toi-même justement par rapport aux projets dans lesquels tu investis, à quoi consiste concrètement ce rôle d'accompagnement? Euh, J'imagine ça dépend de chaque business angel, de chaque dossier. Quel est le strict minimum à apporter? Quel est le strict, enfin jusqu'où ça peut aller? Parce que j'imagine au bout d'un moment il faut quand même pas trop contrôler ce que fait l'entrepreneur. Euh, voilà, je te laisse peut-être déjà y répondre à ça.
D'accord, donc faire un step back une seconde. Donc il y a quatre rôles en fait chez Badge. Le sourcing que je coordonne qui est l'équipe commerciale. L'instruction où il faut une compétence en général un petit peu financière et juridique pour creuser le dossier en profondeur. Puis l'accompagnement dont on parle, qui est le fait d'être dans le comité stratégique et de mentorer et d'accompagner les porteurs de projets sur la durée. Et puis il y a un rôle d'expert ponctuel. Moi par exemple, je suis d'origine allemande, je connais bien le marché allemand et la culture allemande. Donc il m'arrive d'intervenir auprès d'une équipe de direction, même dans laquelle j'ai pas investi, pour passer une heure ou deux pour aller expliquer les problèmes, les différences culturelles entre la France et l'Allemagne. Et c'est le cas d'un certain nombre d'autres membres de Badge. Et ça peut faire partie d'un accompagnement. C'est-à-dire que l'accompagnateur clairement identifié qui est sur l'interface entre l'équipe de porteurs de projets et les investisseurs de Badge, souvent entre 10 et 15 investisseurs, il peut aller venir chercher une expertise particulière pour aider les porteurs de projets dans des cas particuliers. Pour revenir sur le rôle d'accompagnateur lui-même, donc en fait mon expérience, j'accompagne quatre dossiers, donc souvent il y a des comités stratégiques toutes les 6 semaines ou tous les 2 mois environ. Ça dépend évidemment de la situation de la startup. Si elle est en situation de crise et que ça va très mal pour des raisons de marché ou de problèmes internes à la startup, là il peut arriver que l'accompagnateur prenne beaucoup plus de temps, voire aide à recruter, à recomposer en partie l'équipe dirigeante. On l'a vu dans certains dossiers, comme notre collègue Christian Guienne, en charge de l'accompagnement, l'a fait pour quelques dossiers de son portefeuille. Sinon, dans mon cas, c'est plutôt donc de l'accompagnement bienveillant, ouvrir des portes, euh, y compris dans des domaines où je suis peu compétent, comme c'était le cas pour d'Iris Solar, des aérostats à fond plat. J'avais peu d'expertise, mais je trouvais le projet enthousiasmant. Malheureusement, ça marche pas bien. Ou Art Consortium, qui là va révolutionner le marché de l'art en permettant de tokeniser des œuvres d'art, en permettant au musée d'avoir accès à un financement privé d'œuvres qu'ils souhaitent acquérir. Donc là, je suis très confiant que ça va avoir un impact fort et que ça va transformer le marché de l'art. Et j'ai une visio au moins tous les mois avec les fondateurs, sans compter des réunions physiques à peu près tous les 2 mois. Ok, bah, super clair, super intéressant. Je me permets peut-être de encore revenir un peu en arrière. Est-ce que pour les fondateurs qui nous écoutent, qui ne connaissent pas très bien peut-être les réseaux de business angel, quelles sont les principales différences entre un réseau de business angel et par exemple un fonds de VC? D'accord, c'est une très bonne question. En fait, c'est assez complémentaire. Les réseaux de business angels sont capables de mettre en général des petits tickets, typiquement tout seul un réseau entre 100 et 300 000 euros, et conjointement, 60% des dossiers de badge sont co-investis à d'autres réseaux, donc disons entre 300 et 500 000 euros, donc de couvrir souvent le besoin en equity, puis comme les fondateurs savent, ils peuvent obtenir en non dilutif entre 50 et 100% du même montant, BPI, prêt bancaire, Banque des territoires, etc. Donc ça, c'est une première limitation. Maintenant, les business angels se considèrent du côté des porteurs de projets. Donc c'est un accompagnement bienveillant. Ils veulent rester archi minoritaires si on prend jamais plus de 15 à 20%, parce qu'on veut que les fondateurs restent patrons chez eux après les levées en tranches A et B. Donc on est bienveillant, encore une fois, du côté des fondateurs. Les fonds, c'est culturellement assez différent. Les fonds sont capables, bien sûr, de mettre des tickets beaucoup plus importants. Donc, ils sont indispensables pour le lever en tranche A et B. Maintenant, ils vont être beaucoup plus intrusifs. Ils vont souhaiter copiloter la startup parce qu'ils ont des ambitions financières fortes et ils veulent sécuriser leurs investissements. Ce qui n'est pas le cas des business angels où on fait ça souvent par engagement. Bien sûr, Badge, par exemple, existe depuis 20 ans. On ne veut pas perdre l'argent pour être encore là dans 20 ans. Mais gagner de l'argent n'est pas notre motivation principale. Notre motivation principale, c'est vraiment d'aider au développement de l'innovation, de transmettre notre savoir et notre expérience et notre expertise. Donc c'est plutôt dans une fonction de transmission plutôt que dans une logique financière de gagner de l'argent. Donc l'idéal, je pense que ce qu'on voit fréquemment, ce que je conseillerais plutôt, c'est de commencer par un ou des réseaux de BA, donc, à cause de cet accompagnement bienveillant et qui est formateur, avant de s'adresser à des fonds et d'être
monter en compétences, y compris financières, pour pouvoir négocier d'égal à égal avec un fonds où les négociations seront plus, je dirais, plus rudes qu'avec un réseau de BA où on sera en général assez, encore une fois, bienveillant sur les objectifs à atteindre. Mm. Ok. Après, je pense qu'il y a aussi un enjeu de. Alors, effectivement, il y a un enjeu de taille. Les fonds de VC peuvent, surtout en ce moment, financer des levées un peu plus élevées, à des valos plus élevés. Donc, pour des projets ultra ambitieux, l'idée, ça dépend de l'ambition, en fait. Si on veut, on peut d'abord tenter le fonds de VC, même en première levée. Et après, si ça ne marche pas parce que le VC considère que la boîte n'a pas les métriques qu'il faut, n'est pas assez ambitieuse, peut-être se diriger ensuite vers une levée BA, peut-être un peu moins ambitieuse, mais plus vers une PME à croissance, quoi. En fait, je pense qu'il y a aussi une typologie d'ambition en fait entre les deux. Voilà, un VC va lever par exemple 2 millions d'euros sur un précide, c'est pas qu'une question de ce qu'on a aujourd'hui, c'est l'ambition Oui, future. Et donc, en fonction de, il faut tenter un peu en fonction de l'ambition qu'on a. Il y a ça, et il y a deuxièmement, parce qu'il y a aussi des fonds de VC qui mettent des petits tickets hein, de la taille des réseaux de business angel. Je pense qu'il y a aussi, et là, c'est vraiment les différences culturelles que tu mentionnais. Donc, je pense que voilà, il faut distinguer les deux, je pense, la non, taille et les différences culturelles. tu as tout à fait raison. Absolument raison. Donc d'ailleurs, je me permets un petit aparté puisque je pense que j'ai répondu trop vite à ta première question. Est-ce qu'un fonds peut mourir s'il fait une trop grosse levée? Euh, J'aurais dû dire oui en fait parce Bah qu'on oui. constate que, oui, en fait, j'ai mal répondu. Donc je fais usage de mon joker pour revenir changer ma réponse, hein, n'est-ce pas? Parce qu'effectivement, on constate, et je passe beaucoup de temps en tant que coordinateur de sourcing à échanger avec des porteurs de projets, et je les décourage à être trop gourmands pour la première levée Mm, parce que ça peut d'abord, ça réduit fortement leurs chances d'y arriver, d'une part, et oui. de l'autre, même s'ils y arrivent, ça peut être très difficile ensuite de lever en tranche A ou tranche Bah B. oui. Donc, Bah on a oui. vu nombre de projets qui capotaient ensuite parce qu'ils ont été trop gourmands en seed, en amorçage, et après, ils sont plus arrivés à lever en tranche B parce que Oui. leur trajectoire ne le justifiait pas. Donc, effectivement, la réponse, c'est effectivement une entreprise peut mourir si elle lève Ouais. trop. Tout à fait, absolument. Oui, à pourcentage de dilution égale, en fait, plus tu lèves et plus ta valo est élevée. Mais ce que beaucoup de fondateurs comprennent pas, c'est que plus leur valo est élevée aujourd'hui, plus ils risquent leur boîte, en fait. Ils Tout à augmentent le fait risque. juste. Absolument. Donc, ouais, ok, super intéressant. Alors, j'aimerais bien maintenant m'intéresser, toi, en tant que business angel, quels sont tes critères? C'est super, je pense, utile pour un fondateur de. Tu es un business angel, il y en a plein, mais en fait, c'est bien de comprendre, parce que voilà, il y a les thèses qu'on voit sur les sites internet, mais en fait, c'est super intéressant de voir une personne en particulier, comment elle réfléchit. Je serais curieux de savoir déjà quels sont peut-être les trois critères les plus importants que tu regardes dans un dossier et qui guident ton investissement. D'accord. Écoute, ce que j'attends d'un porteur de projet, et je l'explicite, c'est il me raconte une belle histoire enthousiasmante et autocohérente. Donc, et qui nous permette potentiellement de faire un facteur 10 entre l'investissement et la sortie. Et j'explique pourquoi. C'est pas parce qu'on est particulièrement vénaux qu'on veut gagner de l'argent, au contraire, comme j'explique. Mais sur 10 startups, notre expérience, c'est que 3 ou 4 déposent le bilan dans les 3 ans. 3 ou 4 deviennent des PME, ce qu'il y en aura pour les porteurs de projets. Mais comme en tant qu'investisseur, on ne gagne pas plus que si on avait mis en bourse. Donc il faut absolument que sur 10 dossiers, un ou deux fassent des bons multiples, typiquement autour de 10, pour nous payer tout le reste. Et pour que ce soit possible, en fait, il faut que tous les dossiers dans lesquels on investisse, ils racontent cette histoire-là. Donc, j'explique ça en début au porteur de projet en disant, écoutez, votre dernier slide, il doit avoir deux volets. Il doit avoir un volet, je change le monde, c'est-à-dire j'ai un impact réel dans quelques domaines que ce soit. Ça peut être dans le domaine de la santé, dans le domaine des process, l'IA, faciliter la vie, une nouvelle méthode pour traiter le cancer, etc. Enfin, il faut qu'il y ait un impact réel qui donne envie d'investir. Et il faut que le, la trajectoire de développement et la stratégie de sortie permettent un facteur 10 à terme. Donc ça, c'est mon critère principal que je partage avec les porteurs de projets. C'est un certain nombre de conséquences, comme tu le dis. La première, c'est qu'il faut que la valeur pré-monnaie soit pas trop élevée. Puisque dans 5 à 6 ans, quand les business angels voudront sortir à la fin de la période de défiscalisation, il faut que la valo soit en facteur 10, donc il ne faut pas démarrer trop haut. Après, il faut demander une part, il faut viser une part de marché de quelques pourcents. Il ne faut pas que le porteur de projet me dise je vise 30% de part de marché sur mon marché français. Il faut que ça reste crédible et réaliste.
Donc ça veut dire aussi qu'il faut que la taille du marché soit suffisante pour que quelques pourcents permettent d'avoir une belle trajectoire. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir ensuite une stratégie de sortie. C'est-à-dire qu'il faut qu'au bout de 5 ans, le porteur de projet dise, je fais une IPO, je me fais racheter par mes concurrents américains qui vont débarquer en Europe, ou je me fais racheter par un industriel, ou un fonds. Enfin, il faut qu'ils aient déjà ça en tête. Voilà, ça, c'est les principaux critères. Après, je regarde aussi la propriété intellectuelle. Bien sûr. S'il y a des brevets, c'est très important, ça contribue beaucoup à la valorisation de l'entreprise, ou s'ils misent tous sur la vitesse, comme par exemple dans l'IA où il y a des domaines qu'on ne peut pas protéger. Dans ce cas-là, c'est l'accélération des parts de marché. Et je regarde l'équipe de direction. Est-ce qu'elle est complémentaire? C'est pour ça que j'aime pas trop investir dans une startup. Il y a un seul dirigeant. On aime bien qu'il soit deux ou trois avec des profils complémentaires. Idéalement qu'il y ait une femme dans l'équipe parce qu'on sait par expérience que en réunion, les hommes avec la testostérone qui monte peuvent faire des bêtises, alors que s'il y a une femme, ça calme le jeu et on reste plus rationnel dans les décisions. Donc les études de management montrent qu'il y a pas que dans les couples, que même dans le management des entreprises, y compris des startups, il y a un intérêt à être une certaine mixité. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la question, donc j'ai pas trois critères. C'est pour résumer, c'est la belle histoire autocohérente qui permet un facteur 10 au bout de 5 à 6 ans, qui est mon critère principal. Ouais, en fait, c'est une histoire, il faut que déjà il y a un potentiel, c'est-à-dire avec la valo aujourd'hui, la valo demain, avec la taille de marché. Et après, c'est est-ce que je crois dans cette histoire? Et là, t'as l'équipe notamment, ce que tu Tout à vois. fait. Et à part l'équipe, est-ce que tu regardes autre chose pour évaluer si l'histoire qu'on te raconte, elle te paraît plausible ou pas? Qu'est-ce que tu vas regarder dans une instruction? Donc vraiment quand tu vas aller rentrer dans les détails. Bah, écoute, je regarde la veille concurrentielle. Je regarde s'il y a des courants dans le domaine, parce qu'il y a plusieurs cas de figure. Je préfère qu'il y ait des concurrents, par exemple, performants aux États-Unis ou en Asie, parce que ça sécurise, ça montre qu'il y a un vrai marché, donc c'est rassurant pour les investisseurs. Donc, et ça donne aussi une piste de rachat potentielle, je dirais, dans quelques années. Même si c'est triste de voir les startups françaises partir, mais bon, parfois, comme on n'a pas de fonds de pension en France, on a un gros problème de levée de quelques dizaines ou centaines de millions après. Donc, il faut absolument qu'on mette urgemment, c'est un aparté, mettre en place des fonds de pension européens pour permettre de ce financement. Donc ça, c'est un premier point. Donc la veille concurrentielle, ça c'est à l'inverse, s'il n'y a pas du tout de concurrent, enfin je tique, ça m'inquiète plus. Donc il faudrait qu'il y ait une vraie innovation de rupture et l'expérience montre que c'est rare qu'il n'y ait pas vraiment des concurrents. Donc ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, c'est dans le chiffre d'affaires qui monte j'aime bien qu'ils présentent ça sous forme d'histogramme sur 5 ans, chiffre d'affaires qui monte. Je leur propose de mettre sous plusieurs couleurs s'ils ont plusieurs sources de revenus. Par exemple, ils vendent un produit et un service lié. Et au bout de 3 ans, ils veulent aller dans le domaine francophone, se développer en Belgique, en Suisse, voire après ailleurs en Europe. Donc on rajoute des couleurs. Donc le fait d'avoir différentes sources de revenus, c'est très important parce que c'est sécurisant. On se dit si une source de revenus contre tout attend ne fonctionne pas, la startup est pivotée, donc elle a une certaine flexibilité, agilité qui est sécurisante pour les investisseurs. Donc ça, c'est quelque chose que je regarde aussi et je préfère nettement quand il y a vraiment des modèles économiques qui ne soient pas monoproduits, qui aient produits, services. Dans ce cadre-là, s'il y a des revenus récurrents liés à des services, c'est bien mieux que du one-shot, puisque la barrière, enfin, on sait tous que ça coûte 3 à 10 fois plus cher d'acquérir un client que de continuer à développer un client existant. Donc, avoir un socle récurrent, c'est absolument sécurisant pour la startup, comme pour toutes autres entreprises d'ailleurs. Voilà, c'est les principaux points que je regarde à titre personnel. J'ai pas de background financier puisque j'ai fini directeur marketing et commercial et bien que j'ai fait l'école polytechnique, en fait, en réalité, je suis pas un profil ingénieur. J'aurais dû faire une école de commerce, ça correspond plus à ma personnalité. Donc du coup, je crois pas vraiment au BP, J'allais expérience te, monte. j'allais te demander, voilà. Voilà. Alors, Donc d'abord, enfin, il y a deux biais. D'abord, le premier, c'est que je ne suis pas compétent dans le domaine financier. Donc, dans une instruction, presque toujours, on l'a fait à plusieurs. Donc, j'essaie d'avoir un collègue qui, lui, ait un bien meilleur background financier à côté. Donc, ça, c'est un problème personnel de manque de compétences dans le domaine. Mais il y a aussi le fait que
c'est très très rare qu'une startup reste sur sa trajectoire. On sait bien il faut qu'elle montre qu'elle a un potentiel, qu'elle puisse pivoter s'il y a quelque chose qui se passe pas comme prévu, ce qui est Oui, très souvent le cas, mais on respecte presque jamais les trajectoires financières prévues. Donc ouais. le BP n'est pas pour moi quelque chose de vraiment déterminant dans l'évaluation de la startup. Alors moi j'aurais tendance à être d'accord avec toi, enfin je suis d'accord avec toi, mais je nuancerai quand même parce que je vois quand même chez Badge, et là c'est plutôt un conseil, c'est adaptez-vous à tous les business angels à qui vous pouvez parler. Il y a des business angels qui le regardent quand même. Et je pense que toi, que tu l'as D'accord, vu chez Badge. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais il y a quand même des. Enfin, chez Badge, on demande quand même d'avoir un BP bien sûr. pour postuler. Donc, il y a quand même des personnes peut-être plus financières qui le regardent. Je sais pas. Enfin, Bien sûr, non, tu l'as non, vu. tout à fait, Corentin, c'est effectivement. Mais je suis Donc, d'accord avec pour toi les aussi, hein. porteurs de projets, moi, c'est un avis personnel, Je suis d'accord. mais comme je l'ai dit, je travaille en binôme Voilà. avec des collègues qui, eux, sont financiers, donc par exemple qui ont des cadres dirigeants de banques, etc., qui regardent ça. Donc c'est un critère d'appréciation important, aussi en termes d'expertise, de compétences des porteurs de projets. Donc je vous encourage, Ouais. Corentin, tu as tout à fait raison, il faut absolument que les porteurs de projets aient un BP qui tienne la route et Ouais. qu'ils le déposent. Ça, c'est un must-have qui est indispensable, mais à titre personnel, avec mon profil de personnalité, je regarde ça moins que d'autres choses, mais d'autres Oui. collègues le regardent, le creusent, évidemment. Ouais. Après, moi, je pense qu'il y a quand même aussi quelque chose d'intéressant dans le BP. C'est, tu parlais tout à l'heure de raconter une histoire et ensuite on essaie de creuser si cette histoire tient la route ou pas. Je pense que ça fait partie de la première étape, en fait, le BP. C'est montrer si tout se passe bien, regarder à 10 ans ce qui se passe. Ça permet Oui, déjà d'imaginer si tout se passe bien qu'on gagne vraiment de l'argent. Parce qu'il y a bien des sûr. projets, si on fait pas cet exercice-là, en fait, on se rend compte que il n'y a même pas de potentiel positif en fait. Donc, je pense quand même que faire cet exercice sur les coûts, notamment les coûts, je pense que c'est plus concret que les revenus, parce que les revenus, on peut dire ce qu'on veut, mais évidemment, ça se passe jamais comme prévu. Les coûts, ils sont toujours plus élevés que prévu, on est d'accord. Mais ça permet quand même de, voilà, ça ne permet pas de dire que cette histoire peut se passer, parce que ça, évidemment, la réalité, elle sera différente. Ça permet de raconter une histoire. Moi, Oui, tout à fait juste. C'est exact. Ok. Est-ce que tu pourrais me parler, alors là ça m'intéresserait, c'est de savoir, et peut-être avec des anecdotes, ce serait intéressant, sans citer de nom de startup évidemment, des erreurs que tu vois, des red flags que tu as vus, si tu as des petites anecdotes, ce serait intéressant. Euh, Bah, déjà en termes de profil de personnalité, il arrive que des fondateurs soient euh, et juste une facette du profil qui est nécessaire, par exemple, soit de brillants ingénieurs, mais de mauvais communicants et de très mauvais commerciaux. Donc, on a vu plusieurs startups de notre portefeuille malheureusement capoter parce que ils n'ont pas réussi malgré leur expertise technique, ils n'ont pas réussi le développement commercial. Donc, ça, c'est un vrai problème, d'autant plus que le nombre de deep tech s'accroît. Hier après-midi, nous étions tous les deux présents, Corentin, à l'université de printemps de Franz Angels, et Pierre-Marie de la BPI était intervenu, a réinsisté sur le fait que les deep tech progressent très fortement. Sur 5 licornes, les 4 dernières ont été des deep tech. Donc ça veut dire qu'on va avoir de plus en plus de fondateurs qui sont des chercheurs issus du CNRS, du CNA, CA ou de laboratoires, par exemple euh, Institut Pasteur ou autre. Il faut qu'ils acquièrent, même s'ils sont de brillants chercheurs ou de brillants ingénieurs, techniciens, entre guillemets, il faut qu'ils acquièrent des profils commerciaux et managériaux qui ne sont pas toujours donnés. Donc, ça, c'est un vrai enjeu de dérisquer ce passage de la recherche fondamentale vers l'entreprise et le développement commercial. Et une des façons de faire, c'est d'avoir une équipe complémentaire. C'est de recruter, je leur dis souvent, essayer de recruter euh, une ou un commercial ou une commerciale issue d'école de commerce ou justement enfin quelqu'un qui a un background plus financier, qui vient des fonds, qui connaît bien les levées. Enfin, je pense que le dérisquer, c'est en fait avoir une équipe avec des capacités complémentaires. Toute petite anecdote, en début de carrière, j'ai passé 3 ans au Japon
après ma thèse, j'ai fait 2 années au centre de recherche d'Air Liquide et qui m'ont envoyé au Japon pendant 3 ans. Ça a changé ma vie et ma façon de faire parce que j'ai constaté qu'au Japon, l'individu est très peu promu et très peu considéré. C'est l'équipe qui doit avoir l'expertise. Donc, je donnais toujours l'exemple à l'époque de la horde de Gaulois contre la Légion romaine. Un guerrier gaulois contre un légionnaire, ben, il écrase le légionnaire, il gagne à tous les coups parce qu'il est plus fort, plus costaud. Mais une tortue romaine structurée, organisée, écrase complètement la horde de Gaulois qui arrive en ordre dispersé. Donc, les Français, on est un peu toujours les Gaulois et les Japonais étaient les Romains très structurés, organisés. Et donc, j'ai appris qu'un groupe qui fonctionne, je l'ai vécu de l'intérieur, un groupe qui fonctionne bien est bien plus performant que le plus brillant de ces individus. Et j'ai essayé d'appliquer ça dans toute ma carrière à industrie en m'entourant de profils complémentaires. Et pour ça, ça nécessite un minimum de connaissance de soi, de travailler un petit peu son ego. Il faut accepter de travailler en équipe d'égal à égal et d'écouter les conseils des collègues. Et moi, j'ai toujours eu, par exemple, un adjoint qui était très analytique, avec lequel je travaillais en binôme. Moi, je suis bon en synthèse, en vision, en marketing, l'enthousiasme commercial. D'ailleurs, c'est la même chose chez Badge, hein, donc c'est pour ça que je fais le sourcing, c'est pas un hasard. Par contre, je suis très mauvais dans l'analyse des dossiers et je me fais pas confiance au sens, j'ai jamais signé un contrat moi-même parce que ça m'ennuie tellement que je suis dangereux, je peux louper des clauses importantes. Donc, je fais toujours relire par quelqu'un dont j'ai confiance, qui je sais qu'il a l'expertise analytique pour compenser mes biais. Et donc, en général, on est une équipe de direction de 3-4 personnes, on se complétait et ça a toujours très très bien fonctionné de ce point de vue-là. Donc c'est un conseil que je me permets de donner aux fondateurs. Essayez de vous connaître, d'identifier vos points forts, vos points faibles. Je sais bien que c'est très difficile, mais je pense que le travail sur soi mérite de jouer en vous vraiment la chandelle. Et entourez-vous de profils complémentaires pour que votre équipe ait expertise. Et encore une fois, si c'est possible, mixer hommes et femmes parce que ça crée des vraies complémentarités qui créent de la valeur. Alors, avant de revenir sur peut-être les autres red flags qu'on pourrait imaginer, euh, lors d'une instruction, donc pour redire dans le langage réseau, une instruction c'est une due diligence. Toi, tu vas aller parler à des fondateurs, parfois même séparément, enfin individuellement. Tu vas aller parler à l'équipe individuellement. Je ne sais pas si dans tes instructions tu l'as fait, mais qu'est-ce que tu vas essayer de... C'est des entretiens RH quasiment en fait. C'est ça. Qu'est-ce que tu arrives à déceler dans ces entretiens en fait? Et quelles questions tu poses? Enfin, comment on peut se préparer à ça quand on est fondateur? Écoute, je pense que c'est un entretien de recrutement comme un autre. Euh, Moi, j'essaie de comprendre qui ils sont, qu'est-ce qu'ils veulent, où est-ce qu'ils en veulent, enfin, quelle est leur motivation profonde pour être entrepreneur. Parce que je sais que c'est très dur, hein, donc il faut pas se leurrer. C'est une aventure enthousiasmante et je suis ravi qu'aujourd'hui, par exemple, dans mon ancienne école, école polytechnique, tout le monde veut devenir Elon Musk avant qu'il pète un plomb, alors qu'il y a 40 ans, quand j'étais à l'école, tout le monde voulait devenir haut fonctionnaire. Donc on est passé d'un monde où on visait la sécurité, les revenus vraiment stables et récurrents du fonctionnariat. Aujourd'hui, la prise de risque, l'entrepreneuriat, les aventures enthousiasmantes. Donc je trouve que ça, c'est une modification de la culture française qui est extraordinaire, qui est très très positive. Et je vois avec un plaisir énorme que la France est le deuxième pays, très loin derrière les États-Unis, mais enfin on est quand même avec les Anglais leaders en Europe dans le domaine des startups, une vraie startup nation. Ça c'est formidable, c'est enthousiasmant, ça mérite d'être soutenu et développé. Euh, donc pour revenir sur le profil des fondateurs, écoute, j'essaie de comprendre qui ils sont. J'essaie aussi de regarder s'ils ont l'expertise technique. Ils ont presque toujours. S'ils ont des capacités commerciales ou managériales, et je leur recommande souvent de s'entourer de profils complémentaires, ce qu'on vient de dire avant. Donc, par exemple, je prends un chercheur qui sort du CNRS qui est hyper pointu. Je lui dis, écoute, prends une nana d'une école de commerce pour faire ton marketing et ton commerce. Si vous aurez des profils complémentaires et vous serez bien plus solide en binôme. Je me permets de compléter, enfin, en tout cas avec Bien sûr. pas moi mon avis, mais en tout cas quelque chose qu'on m'a raconté lors d'une instruction qui a eu lieu chez Badge. C'est lors de ces entretiens-là, en fait, qu'ils ont demandé quelle était la vision de l'entreprise et où, en fait, lors de l'instruction, ils n'avaient pas la même vision. Les deux fondateurs n'avaient pas la même vision, donc bah, forcément, c'est important d'être super aligné. Donc, c'est aussi en parlant, en fait, de manière séparée
qu'on peut se rendre compte de certaines choses aussi. Donc, bien sûr, mais absolument. voilà, c'était assez enfin, intéressant aussi. Toi, tu évalues plus du coup là, au côté compétences, mais enfin, je pense que c'est très compliqué, ça dépend. D'ailleurs, il y a certains réseaux qui font appel à des consultants en ressources humaines à Oui, cette étape-là tout à fait. Oui, pour évaluer. absolument. Oui, oui. Je suis pas compétent, je suis pas un expert en ressources humaines, mais j'imagine il y a plein de choses à évaluer, donc super intéressant. Mm. Euh, ah oui, il y a aussi quelque chose aussi. Est-ce que tu arrives à déceler le côté, la coachability, quoi, le côté être à l'écoute du frontière, parce que je pense que c'est super important d'être à l'écoute de son board, de prendre en compte en tout cas les remarques. Est-ce que tu arrives à le déceler ça? Écoute, moi, j'ai pas tant d'expérience que ça, puisque ça fait ça fait un petit 4 ans enfin, 3 ans et demi que je suis chez Badge. Maintenant, je vois à peu près 300 dossiers dans l'année à titre de sourcing, et il n'y a pas une journée sans que j'ai un fondateur en visio. Donc, écoute, j'ai pas rencontré de cas où les fondateurs n'écoutaient pas ce que je voulais dire. Donc, écoute, ça m'est pas vraiment arrivé. Il faut dire que pour que moi j'investisse aussi, il faut qu'il y ait une certaine sympathie, il faut qu'il y ait un fit personnel. Avec le temps, on crée des relations amicales, hein. Donc, il faut qu'il y ait un certain enthousiasme dans le projet qui ait un point commun, un ancrage commun. Et après, il faut que il y ait le potentiel qu'on développe des relations amicales. Euh, donc, écoute, c'est un cas que j'ai pas rencontré à ma connaissance encore. Euh, Mettons dans mes 300 coachings que je fais dans l'année, souvent c'est deux visios d'une demi-heure avant que je dise OK, vous pouvez déposer le dossier ou on se revoit dans 6 mois quand vous êtes, si le dossier est pas encore assez mûr. Euh, Écoute, Ouais, j'ai pas rencontré de cas où les fondateurs n'écoutaient pas, ou oui, j'ai l'impression que je fais attention à pas prendre leur place, je prends un peu des ouais. gants, on a l'impression d'exprimer, mais écoute, Après, j'ai très peu, j'ai pas rencontré le cas à ma ouais. connaissance. Donc, Après, ils sont dans un exercice de vente aussi, à ce moment-là. Donc, effectivement, ils montrent aussi leur meilleure image. Ouais, après, c'est intéressant de voir la différence avec une fois qu'on a investi, je pense. Et là, effectivement, il faudrait beaucoup, beaucoup plus de recul. Donc, pas évident. Euh, pour revenir un peu sur la partie red flag, erreur, euh, est-ce que ça t'arrive de décrocher lors d'un pitch? Et qu'est-ce qui te fait décrocher? Comment on maintient ton attention lors d'un pitch? oui, ça m'arrive même assez régulièrement. Euh, Déjà sur le fond, le fond. Quand un pitch, il entre dans des détails, il est tellement enthousiaste, il veut tellement convaincre qu'il entre dans des détails techniques très pointus et très ardus. Euh, donc il peut passer 10 minutes à expliquer en détail euh, euh, les, les- les détails techniques de son invention. Là, je l'arrête, je vais essayer de lui expliquer que c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, je le formule, c'est ma belle histoire, c'est une vision globale. euh, Stratégique qu'il faut avoir, y compris de son marché, de la concurrence, de sa propriété intellectuelle, où est-ce qu'on va être dans 5 à 7 ans, enfin, bon, ce qu'on vient de se dire avant. Donc là, je décroche les coupes. Et dans la forme, c'est malheureusement trop fréquent que les fondateurs proposent des slides qui sont écrits et pas des slides qu'on peut présenter à l'oral. Donc avec plein de textes en petits caractères illisibles et ils lisent leurs slides. Ça, pour moi, c'est péché mortel. Il faut bien sûr avoir une version écrite potentielle d'ailleurs, certains startups ou certains font le demande que ce soit en Word. Mais moi, ce que j'attends, c'est une quinzaine de slides clairs, synthétiques. On peut reporter certains éléments des slides en annexe pour répondre à des questions. On sait que des questions vont venir. Mais encore une fois, il faut un slide pour présenter le projet, qu'est-ce qui est différenciant, un slide sur le business model, un slide sur la trajectoire économique avec cet histogramme qui monte, un slide sur la propriété intellectuelle, un sur la veille concurrentielle. Euh, enfin, il y a pour présenter quand même effectivement l'équipe, c'est important. Euh, et puis le slide de conclusion qui explique encore une fois
comment on change le monde et pourquoi on peut espérer un x10 dans 5 à 7 ans. Voilà, donc ils sont les slides. S'il y a cette trame-là, euh, ça suffit en général et les détails, il faut les reporter en annexe pour pouvoir répondre à des questions ultérieurement. Donc entraînez-vous, chers fondateurs, à un elevator pitch de 10 minutes chrono avec une quinzaine de slides en passant en revue tous ces différents éléments. Entraînez-vous, répétez parce que c'est ce que on va attendre de vous lors des présentations des réseaux de BA, voire des fonds. Sous ton contrôle, Corentin, tu sais ça mieux que moi, tu maîtrises ça mieux que moi, évidemment. Non, je pense pas. Et juste, c'est intéressant ce conseil c'est un conseil qu'on n'entend pas toujours. Tu conseillerais du coup d'avoir un pitch deck écrit, une version qu'on envoie par mail, de différentes façons, mais qui a vocation à être lue, et un pitch deck qu'on présente à l'oral avec moins de texte. Oui, oui, je pense que c'est effectivement. Donc, euh, s- bon, dans le doute, ne gardez que le pitch deck présentation à l'oral. D'ailleurs, souvent, les fondateurs, c'est ce qu'ils envoient. Euh, mais c'est bien d'avoir aussi, pour l'instruction, on va vous demander de toute façon, c'est l'instructeur qui va écrire un document Word qui va contenir ces éléments, mais il faut être. La priorité, c'est le pitch deck à l'oral, encore une fois, avec une quinzaine de slides plus des annexes, euh, qui a les éléments synthétiques, mais c'est très bien d'avoir un document plus détaillé à Hmm. dispo à côté. Ok. Et est-ce que tu alors donc pour refaire un peu le format du coup nous par exemple chez Batch quand un entrepreneur va venir, il va avoir effectivement 10 minutes de pitch où on ne l'interrompt pas, il a 10 minutes pour dire ce qu'il a à dire et nous présenter son projet. Ensuite viennent 10 minutes de questions. Est-ce que tu as t'as des conseils sur ces 10 minutes de questions? Moi j'observe, j'aurais beaucoup de conseils à donner parce que je trouve que c'est autant la partie pitch deck en général est très bien maîtrisée. La partie pitch, par contre, la partie question, je sais pas ce que tu en penses, mais pour moi, c'est là où il y a le plus de progrès à faire. Oui, c'est vrai. Donc, je pense que c'est comme pour les entretiens de recrutement. Il faut s'entraîner, il faut essayer de trouver dans votre entourage, soit dans l'incubateur dans lequel vous êtes, enfin, il faut en faire, il faut présenter des pitchs, il faut répondre à des questions. Euh, c'est, enfin, les questions, elles viennent souvent autour de la valorisation, la valo pré-monnaie, la trajectoire commerciale, le BP sur le temps, le développement commercial. Enfin, ça tourne toujours, enfin, autour des mêmes sujets. Et donc, il faut se préparer. Et l'idéal, c'est de prévoir qu'il y a une question qui va venir et d'avoir le slide en annexe pour répondre. Donc, ah ben voilà, donc par exemple, je dis n'importe quoi sur est-ce que vous voulez vous développer aux États-Unis? Ah ben oui, voilà, j'ai prévu dans 3-4 ans, la levée en tranche doit me servir à financer. Boum, voilà, voilà ce que j'ai prévu, vous voyez, etc. Donc, euh, c'est bien pour les investisseurs que vous vous mettiez à la place des investisseurs, que vous ayez préparé ça. Un truc de base dont on n'a pas parlé encore, Corentin, c'est l'histoire de la défiscalisation pour les réseaux de BA. Oui, Donc le statut PME européenne, c'est 18% défiscalisation. JUI, jeune entreprise innovante, les BA peuvent défiscaliser jusqu'à 30%. Et JEIR, jeune entreprise innovante, euh, de recherche, ça veut dire qu'il faut avoir 30% de ces coûts qui sont de la recherche, mais issus en fait, d'instituts comme le CNRS, CEA, de l'université, etc. Ça permet au BA de défiscaliser de 50%. Donc ça, c'est quelque chose, tous les porteurs de projets n'y pensent pas. Ça, c'est fondamental quand vous adressez un réseau de BA parce que ça réduit le risque. Si vous êtes JUIR, c'est formidable parce que euh, on peut, si on met 10 000 euros, par exemple, on peut défiscaliser tout de suite l'année suivante 5 000 euros. Donc ça réduit fortement le risque. Donc ça augmente beaucoup l'attrait du dossier. ouais, Pour les fonds, ça ne s'applique pas, mais donc c'est spécifique au BA individuel ou au réseau BA. ouais. Une autre manière de le voir, en fait, et c'est ce qu'on aime dire aussi, c'est quand vous arrivez à défiscaliser 50%, enfin, quand un business angel défiscalise 50%, c'est comme s'il avait une valo 2 fois inférieure. Et donc, Tout à fait. vous, enfin, en tant qu'entrepreneur, effectivement, faire ces démarches-là et arriver préparé et dire je suis JUR, bah, en fait, vous augmentez énormément la qualité de votre dossier. Même si c'est un truc qui vous concerne pas, en fait, ça vous concerne finalement. Absolument. Donc, ouais, effectivement, Tout à fait. tu fais bien d'en parler. Et effectivement, c'est une question souvent qu'on pose, que les BA posent, effectivement. Euh, ok. Et euh, très clair.
Je pense que c'est très bien sur la partie critères. On a fait un peu le tour. J'aimerais finir avec un petit côté un peu reparler un peu du rôle des business angels. Est-ce que quel serait pour toi le mythe le plus présent sur les business angels et qui est un peu faux, quoi, une idée reçue en fait? Bon, on nous reproche souvent d'être des épiciers, que c'est de l'épicerie, que pour quelques centaines de milliers d'euros, c'est complexe, ça prend beaucoup de temps. Donc, c'est des rumeurs que les fonds aiment bien répandre aussi pour prendre notre place. Dans la réalité, vous avez un interlocuteur qui est votre accompagnateur qui va assurer, comme dans le comité stratégique, le suivi de votre dossier et être à vos côtés. Et vous verrez la quinzaine, mettons, si vous avez 30 business angels de deux ou trois réseaux qui investissent, vous verrez les 30 une fois dans l'année pour le conseil d'administration. Donc c'est vrai qu'une fois par l'année, votre avocat, il va devoir rendre ces 30 invitations et vous aurez une visio d'une heure et demie à tenir avec les 30 personnes. Tout le reste du temps, vous aurez que votre accompagnateur qui assurera l'interface et la richesse de ce réseau, à l'inverse, c'est un atout, un appui formidable, parce que si vous avez besoin d'ouvrir des portes commerciales, par exemple, vous pouvez faire appel déjà à vos investisseurs et après aux réseaux qui ont investi chez vous. Donc ça, c'est une aide au développement commercial très fort, très appréciée. Donc, et encore une fois, si vous avez une question, besoin d'un expert, je prends mon exemple, vous voulez vous développer en Allemagne, faites appel à moi. Donc, je passe une heure ou deux pour expliquer la culture allemande. Même chose, j'ai recruté à l'époque un collègue qui était directeur juridique de Total Énergie, mais qui était dans un grand cabinet d'avocats américains. Si vous avez une question sur le mode de fonctionnement juridique aux États-Unis, vous pouvez le consulter. Enfin, bref, donc je vous encourage, chers porteurs de projets, vraiment mobiliser les réseaux. N'hésitez pas à vous organiser pour que les réseaux puissent investir chez vous, parce que l'expérience montre que ça vous crée ça vous apporte beaucoup de valeur au début et à ma connaissance, les réseaux dans lesquels des BA ont investi sont très contents et Badge a d'ailleurs, je crois, une très bonne image de bienveillance, d'être vraiment du côté des porteurs de projets et d'apporter de la valeur. Donc, bon, donc je pense que ce préjugé de l'épicerie, alors il y a un seul point sur lequel je pense que c'est véridique, c'est la négociation du pacte d'actionnaires qui est parfois un point un peu douloureux et difficile. Et c'est vrai que là, on peut parfois considérer que les réseaux d'embadge on pinaille un peu, mais il faut comprendre, cher porteur de projet, que nous sommes archi minoritaires. On met entre 10 et 20% au pot. C'est notre seul outil de protection. Et en 20 ans, on a investi dans des centaines de dossiers. On en a vu passer des dizaines de milliers. Et donc, dans ces centaines de dossiers dans lesquels on a investi, on nous a fait tous les coups pendables possibles. Parfois, on a perdu complètement notre mise parce qu'il manquait une clause dans le contrat. Tag Along, un nouvel investisseur est venu environ où la valeur a été divisée par 10 et on n'a rien pu faire euh, pour contrer ça. Donc, il faut comprendre que le pacte d'actionnaires est la seule outil je dirais, de prise en compte des intérêts des BA. Et en plus, il ne sert qu'en situation de crise. Donc, c'est un, c'est, on ne sortira le pacte d'actionnaires en général que quand il y a une situation de crise ou quelque chose qui se passe mal. Tant que ça se passe bien, il est dans un tiroir. On sait qu'il y a des clauses principales, mais on n'en a pas besoin. Donc, c'est la relation personnelle, la confiance qui s'établit, qui est dominante. Euh, D'ailleurs, dans les dossiers que j'accompagne, jusqu'ici, ça a toujours été des relations de confiance personnelle et j'ai rarement eu besoin de consulter le pacte d'actionnaires. Ça, voilà. Donc c'est un garde-fou, je dirais, mais c'est pas utilisé dans la vie courante des relations entre les actionnaires BA et les porteurs de projets. Je sais pas si ça convient, Valentin, Carrément, si c'est super intéressant, ouais, non, c'est clair. Mais je connaissais pas en fait l'image d'épicier, donc enfin, c'est intéressant. Je savais pas que c'était ça l'idée c'est ce reçue. qui m'est Donc remonté, mais bon, c'est ouais, une idée reçue. ouais, donc Euh, c'est intéressant. Ok, est-ce que je pense qu'on a fait on a fait le tour en tout cas. On pourrait continuer pendant des heures, mais je sais que ton temps, enfin tu as une contrainte après, donc je pense qu'on peut. On peut s'arrêter là. J'ai une dernière chose, c'est est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a oublié? Tout à l'heure, tu as parlé de la défiscalisation. Est-ce qu'il y a d'autres éléments que tu voudrais rajouter en conseil aux fondateurs? Peut-être un petit mot aussi sur ton activité de consultant en transition, peut-être?
Oui, écoute, bon, en fait, bon, je c'est pas relevant pour les porteurs de projets parce que c'est souvent des gens jeunes en début de carrière, mais moi je constate que depuis 3 ans que je suis en retraite, entre guillemets, c'est la période la plus heureuse et la plus épanouissante de ma carrière. Je travaille 50 à 60 heures par semaine. J'accompagne des villes dans leur transition énergétique pour continuer par mon activité que j'avais chez Engie, comme j'ai cité, de superviser d'apporter des briques technologiques pour décarboner. Ça, c'est un travail enthousiasmant. J'adore m'investir chez Badge. J'apprends tous les jours, ça maintient jeune et agile. Je passe 60% de mon temps avec des porteurs de projets. Encore une fois, j'en rencontre à titre personnel 300 dans l'année. C'est extrêmement enthousiasmant, formateur. Et je suis impressionné par les qualités humaines, l'enthousiasme, l'expertise, enfin souvent des jeunes fondateurs et porteurs de projets. Je trouve que c'est une aventure extraordinaire. Donc, je vous félicite vraiment de ce courage entrepreneurial, d'oser vous lancer dans l'aventure. Et je vous encourage vraiment à le faire. À ceux qui n'ont pas encore franchi le pas, je vous encourage vraiment à le faire parce que quoi qu'il arrive, toutes les façons, vous allez apprendre énormément, même si, bon, comme je l'ai dit, quand même, une partie des dossiers, malheureusement, n'aboutissent pas pour des raisons diverses et variées. Le marché a été mal évalué, ou, ou malheureusement, on est trop tôt ou trop tard. Ça arrive, mais vous aurez énormément appris et ça vous nourrira toute votre vie. Donc, lancez-vous dans une aventure entrepreneuriale. Si elle réussit, formidable, c'est jackpot. Euh, vous, euh, vous serez riche et vous pourrez vous-même faire le BA et accompagner d'autres porteurs de projets. Et si ça ne marche pas, ce qui arrive souvent, c'est pas un drame du tout. Vous aurez énormément appris. Vous êtes très valorisable sur le marché du travail. Vous retrouverez très facilement un poste dans un grand groupe ou dans un fonds avec l'expertise que vous avez développée. Donc, sur le fond, il n'y a pas de risque. Lancez-vous, allez-y. C'est pas facile, mais c'est enthousiasmant. Ça crée une valeur, ça fait sens et ça vaut vraiment la peine de s'engager. Je pense que c'est une très bonne manière de conclure sur ce message ultra enthousiasmant qui donne envie de se lancer. Eh ben écoute, merci beaucoup Mickaël pour ton temps, c'était super intéressant. J'espère que ça aura plu aux entrepreneurs qui nous écoutent. Et puis, bah, je te dis à bientôt.